Ah oui. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Mindset Croissance. Aujourd'hui, Mathieu et moi, nous sommes rendus officiellement des adultes. On fait un épisode spécial Book Club, en fait, d'une série de 2 épisodes. Donc, vous allez avoir dans cet épisode-là aujourd'hui Mathieu qui va vous parler de sa lecture du livre The Millionaire Fastlane, qui se traduit en français la route rapide vers la richesse, j'imagine, quelque chose comme ça. Ouais, on va dire. Ouais, bon, Traduction parfait. libre. Traduction libre, c'est ma traduction. Donc, on va vous faire un peu un résumé de ce livre-là. C'est quoi les concepts importants à retenir, surtout dans un objectif de mindset de croissance, justement, là, d'un peu de croissance personnelle, de développement vers l'entrepreneuriat, de développer son autonomie, de développer son entreprise. Donc, ce livre-là va vraiment vous aider à comprendre certains concepts. C'est pas le livre ultime là, qui donne la recette vers son premier million, mais ça donne des bons concepts qu'on peut appliquer, peu importe dans le domaine qu'on se situe, qu'on soit en construction, qu'on soit dans le domaine de la santé, qu'on soit dans le domaine de n'importe quel autre domaine. Fait que Mathieu, il va commencer ça. Puis là, en plus, on a upgradé, on est rendu avec une petite présentation PowerPoint. Donc là, on est vraiment un podcast sérieux. Faut que vous en parlez à vos proches. Puis là, il faut commencer à écouter ça parce que là, on est rendu avec des diapositives. Là. Fait que là, on est arrivé en 2005 au niveau technologie. Non, ben merci pour cette introduction, William. Bien content de pouvoir parler du livre Millionaire Fastlane. C'était vraiment... je l'ai écouté sur Audible, fait que c'était livre audio, mais c'était vraiment intéressant. Puis il y a beaucoup de concepts que, tu sais, j'avais une certaine compréhension, mais de te le faire dire, puis concrètement structuré, ça met beaucoup de choses en perspective, puis ça t'amène à faire beaucoup de réflexions. Puis c'est sûr que si vous êtes quelqu'un qui a peut-être le goût de se partir en entreprise ou qui joue avec l'idée de partir sa propre entreprise, je vous recommande grandement de le lire parce qu'il y a vraiment beaucoup de concepts de base vraiment importants à comprendre si c'est ça que vous souhaitez faire ou peut-être faire dans le futur. Fait que je suis vraiment content, premièrement, de pouvoir partager mes lectures, ce résumé-là avec vous autres, mais aussi avec toi, William. Puis j'espère que ça va mener à des discussions intéressantes sur qu'est-ce que tu en penses des concepts que MJ DeMarco y amène, puis aussi certaines de ses opinions, que des fois ça peut être un peu controversé. Il y a certaines qui le sont réellement, puis il y en a d'autres qui sont controversées dans la vraie vie, mais en réalité, c'est juste vrai, mais c'est plus dur à accepter des fois par certaines personnes ou certains groupes. Donc, ben c'est ça, on peut commencer. The Millionaire Fastlane, MJ DeMarco. Fait que, pourquoi ce livre-là? Pourquoi j'ai été amené à lire ce livre-là? Ce livre-là, dans le fond, ça a commencé. J'ai redécouvert récemment la chaîne YouTube de Ali Abdal. C'est un YouTuber qui, à la base, je l'avais découvert parce qu'il faisait des vidéos qui t'enseignaient un peu comment être plus productif, puis comment bien étudier pour tes examens, tu sais, si tu es à l'université, puis que tu vas avoir des bonnes notes parce que tu vas rentrer dans un autre programme, etc. Fait qu'à la base, je l'avais découvert pour ça. C'est un gars, je pense qu'il vient du Royaume-Uni, puis d'origine pakistanaise en tout cas, puis il est juste vraiment gentil, vraiment fin, mais il est vraiment intelligent, comme ça paraît quand tu l'entends parler. Fait que j'ai redécouvert un peu son contenu récemment. Il y a une vidéo qui m'a été partagée dans mon feed, puis là, il a amené l'idée de la liberté financière, puis de l'entrepreneuriat, puis ça a ravivé cette idée-là, puis ce goût-là que j'avais pour ça. Puis, dans le fond, il a recommandé justement de lire plusieurs livres sur l'entrepreneuriat, dont le Millionaire Fastlane de MJ DeMarco, qui disait comme commence par ça va vraiment t'enseigner un peu plus la base là, que tu as besoin de savoir. Fait que c'est ça que j'ai décidé de faire. J'ai été sur Audible, j'ai pris l'essai gratuit, puis je me suis mis à écouter ça. Puis je te dirais que ça m'a vraiment, tu sais, fait prendre conscience, à la fois à travers les vidéos d'Ali Abdal, mais à travers ce livre-là, du modèle un peu slow lane qu'on va explorer un peu plus tantôt, là. Il y a vraiment trois modèles de pensée ou de méthode pour atteindre pas pour atteindre la richesse, mais de comment les trois plans, mettons, que les gens se rangent dans ces trois catégories-là, je dirais. Puis il y a le sidewalk, le slow lane et le fast lane, puis on va les expliquer plus en détail tantôt. Mais j'ai comme pris conscience que moi, j'étais probablement plus en ce moment dans mon plan actuel, dans le slow lane. Puis Ali Abdal, il avait dit quelque chose que, tu sais, peu importe, tu sais, si tu as un plan ou pas, tu suis toujours un plan dans ta vie, genre. Fait que même si tu l'as choisi ou pas, ou tu y as pensé ou pas, que c'était le meilleur plan pour toi ou pas, ben,
t'es quand même en train de faire un plan, peu importe ce que tu fais. Parce que j'ai comme réalisé que j'étais dans le slow lane sans nécessairement le vouloir ou en pensant que c'était la bonne chose à faire. Fait que ça m'a comme fait prendre conscience de ça, puis ça m'a appris après ça comment sortir de là, puis ce serait quoi les opportunités possibles avec ça. Fait que l'objectif du livre, c'est vraiment de comprendre comment créer de la richesse rapidement, mais sainement aussi, parce que, tu sais, le but, c'est d'atteindre la liberté financière, mais pas au prix d'avoir aucune liberté après ça, tu sais. Puis c'est ça, la liberté financière, ça te permet d'avoir, oui, assez d'argent que t'es pas stressé, mais aussi t'es libre de faire ce que tu veux avec ton temps, puis d'être, puis d'allouer tes choses où tu veux. Puis MJ DeMarco, rapidement, l'auteur du livre, c'est un entrepreneur à succès dans l'industrie du transport. Je pense qu'il avait créé un site web pour qui permettait de générer des leads pour les compagnies de limousines. En tout cas, fait que là, quand tu arrivais dans une nouvelle ville, puis tu savais pas c'était quoi les compagnies de limousines qui étaient disponibles, mais tu pouvais aller sur ce site-là, puis trouver les options disponibles. Fait que grâce à ça, c'est ça qui a vraiment permis de générer vraiment ces millions. Puis après ça, bon, il a été auteur, puis il y a eu d'autres aventures par la suite, mais c'était la base là, qui l'a amené où est-ce qu'il est aujourd'hui. Fait qu'on va commencer tout de suite avec le sidewalk. Fait que si vous avez pas compris l'analogie sidewalk, quelqu'un qui marche sur le trottoir, fait que ça va pas très vite. Slow lane, bon, on a une voiture, mais ça avance pas vite. Fast lane, ben, ce serait, mettons, comme prendre l'autoroute. Fait que là, on va vraiment vite vers nos objectifs, vers la richesse. Fait que le sidewalk, c'est comment qu'il l'expliquait, c'est que la plupart des gens finissent par se retrouver sur le sidewalk, malheureusement, parce qu'ils n'ont pas vraiment de plan au niveau financier. Ils prennent pas vraiment leurs responsabilités au niveau de leurs finances. Et souvent, c'est des gens qui vont rechercher la gratification immédiate. Tu sais, c'est des gens qui vont vivre au-dessus de leurs moyens, qui vont s'endetter. Le sidewalk qui est pas nécessairement délimité par ton revenu. Tu sais. Quelqu'un peut avoir un excellent revenu, mais quand même être sur le sidewalk parce qu'il dépense plus que qu'est-ce qu'il gagne, même s'il gagne 100 000 par année, par exemple. Si tu dépenses 150 000, ben, t'es dans le sidewalk parce que tu t'amasses pas de la richesse finalement, tu fais juste t'endetter. Fait que c'est des gens qui n'ont pas vraiment de plan financier, qui vont dépenser plus que leur revenu, puis ils ont aucun levier. Tu sais, on peut parler des différents leviers de slow lane versus le levier du fast lane. Sidewalk, tu n'as aucun levier, tu dépends plus des autres. Puis aussi, d'autres indicateurs que quelqu'un peut-être dans le sidewalk, c'est des gens qui vont aller jouer à la loterie beaucoup, qui vont faire beaucoup d'achats impulsifs, qui vont souvent être beaucoup endettés. Fait que ça, c'est un peu le sidewalk. Malheureusement, il y a beaucoup, beaucoup de gens dans la société qui se retrouvent là. Puis qu'est-ce que ça me fait penser, c'est si on a déjà écouté des vidéos de Dave Ramsey, c'est le genre de personnes qui appellent Dave Ramsey puis qui sont Ouais. genre, ah là, j'ai genre tant de dettes, tant de milliers de dollars de dettes, j'ai un paiement de charge, j'ai ci, j'ai ça. Puis là, il faut qu'ils se ressortent de là. Ça, c'est comme les gens qui passent de peut-être d'aller du sidewalk vers le slow lane parce qu'ils commencent à prendre conscience des responsabilités qu'ils ont au niveau financier puis qui doivent faire un effort ou quelque chose s'ils veulent un jour avoir un futur qui a de l'allure, tu sais. Qu'est-ce que t'en penses, Will? Moi, j'aime déjà l'analogie à Dave Ramsey, mais Dave Ramsey, d'après moi, c'est même pas un fast lane. C'est D'après ça. moi, selon qu'est-ce que t'expliques, c'est Ouais. un gars qui est plus un slow laner parce Ben, que sa philosophie pour s'enrichir ou juste sa philosophie de vie en général est tellement axée avec la religion que lui, n'importe quel endettement est négatif, là, tu sais. mhm, Fait que t'empruntes pas de l'argent à personne jamais, jamais, jamais. C'est la pire affaire que tu peux faire. Qui est totalement faux si tu veux devenir un entrepreneur à succès, selon moi, ben, selon la majorité du monde qui l'ont fait, en fait, là. Il y a tout le temps un moment donné où tu te dis, ben, mon projet, je le sais, j'ai des bonnes chances que ça marche, mais ça me prend de l'argent, fait que là, il faut que tu empruntes à la banque. Ça fait comme mhm. partie intégrante du processus pour la majorité des entrepreneurs. Pas Puis lui, il nécessairement. réfute ça vraiment comme un gars qui serait slow laner, qui dit non, non, moi, c'est juste avec ma propre Mm. argent, mes propres affaires, mais c'est ça. Mais je te dirais, prend pas nécessairement un endettement en partant, surtout aujourd'hui, parce que tu as beaucoup de façons de pouvoir créer de la richesse par toi-même sans nécessairement avoir à investir énormément d'argent dès le départ. Par contre, c'est vrai qu'il y a la majorité des business et énormément de business, tu as besoin d'investir énormément au début. Fait que tu as soit besoin de t'endetter ou de trouver quelqu'un qui croit en ton idée puis qui veut investir dans ton idée, dans ton entreprise. Dave Ramsey, qu'est-ce que je dirais? C'est que lui, Dave Ramsey, il est fast lane. Mais par contre, certaines des choses qu'il recommande aux gens de faire, puis Ouais, le, ses le, le conseils, ouais. mode de vie qui preach à la population en général, c'est plus slow lane, effectivement. Puis là, ça nous amène à voir c'est quoi, en fait, le slow lane. Le slow lane, dans le fond, qu'est-ce qui est vraiment mainstream, là? Qu'est-ce que, probablement, si tes parents, si t'as des bons parents responsables, c'est ça qui t'ont toujours dit qu'il fallait que tu fasses.
C'est qu'est-ce qui est dit, mettons, dans les journaux, dans les médias, c'est comme la voie que tu es supposé prendre qui est la meilleure, la voie que Dave Ramsey, mettons, va prôner peut-être. Dans le fond, c'est une upgrade par rapport au sidewalk parce que tu prends conscience que tu as des responsabilités, puis que tu dois t'occuper de toi-même, puis faire attention à tes affaires, que tu dois faire attention à tes finances. Fait que, tu sais, tu prends conscience que, oh, faut pas que tu vives au-dessus de tes moyens, faut que tu économises de l'argent, faut que tu dépenses moins que qu'est-ce que tu gagnes pour éventuellement faire quelque chose. Fait que, tu sais, la mentalité populaire, mettons, qu'on veut avoir, imaginer quelqu'un de slow lane typiquement, c'est quelqu'un il s'est vraiment valorisé qui aille faire des études, puis qui aille une carrière, puis que à tous tes salaires que tu reçois, ben, t'économises un petit peu, puis là, tu mets ça de côté dans des investissements, puis là, éventuellement, après que tu aies travaillé pendant 40 ans, ben là, tu vas être finalement riche parce que tes investissements, ils vont avoir composé, compound, puis tu vas finir par être millionnaire à ce moment-là, à genre 65 ans, 70 ans, quand tu auras travaillé toute ta vie. Le levier de la slow lane, c'est d'utiliser l'intérêt composé pour devenir riche. Le seul problème, c'est que l'intérêt composé, c'est quand même très lent comme système pour générer de la richesse. Puis ça, c'est la plus grosse critique que MJ DeMarco fait, c'est que, tu sais, lui, quand il s'imaginait être riche quand il était jeune, tu sais, il s'imaginait, mettons 25 ans ou à 30 ans, puis être en Lamborghini, il s'imaginait pas comme avoir une Porsche à 65 ans, genre avec une teinte blanche, tu sais. Fait que c'est ça pourquoi il voulait ça. Puis tu sais, l'affaire aussi, c'est que pour lui, la richesse, c'est aussi pas juste l'argent, mais aussi être libre de pouvoir, tu sais, travailler quelque chose, faire quelque chose que t'aimes, puis avoir ton temps qui est libre aussi. Puis si t'es pris dans une job que t'aimes moyen ou que t'aimes pas tant pendant 40 ans pour y travailler pendant super longtemps, avant de pouvoir atteindre ta liberté financière, ben selon lui, c'était pas un bon plan. Euh, fait que c'est ça. Fait que ça repose beaucoup sur des systèmes que tu contrôles pas, comme un employeur, la bourse, ton fonds de pension, etc. Fait que t'es comme obligé, t'es comme un peu dans une prison pendant un certain nombre de temps pour atteindre ton objectif d'avoir la richesse. Euh, c'est ça. Puis je te dirais que MJ DeMarco, il critique vraiment, vraiment beaucoup cette approche-là de slow lane. Mais en réalité, je pense que, tu sais, l'entrepreneuriat, c'est pas nécessairement pour tout le monde non plus. Fait que, tu sais, je pense que ça peut faire réaliser à certaines personnes, dont peut-être moi, que je me vois avoir du potentiel de plus, puis aller plus haut, plus loin dans ma vie, que, ben là, je suis peut-être pas sur le bon plan, puis je veux peut-être changer de voie ou essayer autre chose. Mais pour la plupart des gens, je pense que c'est quand même une bonne voie, dans le sens que tu sais, c'est sécuritaire, ça semble peu risqué quand même. Ça demande pas nécessairement beaucoup de stress, dépendamment c'est quoi notre emploi. Mais en même temps, si on s'imagine qu'on va devenir riche et célèbre ou qu'on a des grandes aspirations, mais c'est pas nécessairement la voie qui nous amène là, finalement. Puis finalement, on a le fast lane, la grosse autoroute. Fait que, dans le fond, pourquoi que le fast lane, c'est un avantage par rapport au slow lane? Ben, c'est que le fast lane, pour générer notre argent, à place d'utiliser l'intérêt composé, on veut utiliser des actifs ou des assets pour générer de l'argent sans avoir à utiliser son temps de manière directe. Souvent, quand on va être dans le slow lane, c'est qu'on va être payé, mettons, à l'heure ou, mettons, à l'acte. Fait que ça nécessite que pour générer de l'argent, il faut toujours que tu fasses une action ou que tu travailles pendant un certain nombre de temps. Fait que ça limite grandement la quantité d'argent que tu peux amasser parce que tu es toujours limité avec ton temps dans la journée. Fait que, mettons, tu travailles 8 heures par jour, ben, tu peux pas faire plus d'argent que qu'est-ce que tu es payé par heure. Puis oui, c'est possible que certaines personnes ils font un travail qui est extrêmement valorisé. Fait que leur salaire horaire est vraiment intéressant. Fait qu'ils peuvent quand même faire beaucoup d'argent avec ça. Mais pour la plupart des gens, c'est pas une façon de se rendre à la liberté financière parce qu'ils n'ont tout simplement pas le talent ou l'expertise pour générer assez d'argent de cette façon-là. Fait que là, comment qu'on peut se séparer du temps et de l'argent, on pourrait en parler un peu plus tard, mais c'est en créant des assets qui, eux, peuvent générer de l'argent sans directement un investissement de temps. Puis on pourra voir un peu plus tard, ça peut être quoi ce genre de choses-là, mais on peut imaginer par exemple, souvent l'immobilier, ça peut être un exemple facile que les gens ils voient souvent dans leur tête. Fait que tu achètes un bloc appartement. Fait que oui, il faut que tu trouves des locataires pour mettre dedans. Oui, il faut que s'il y a quelque chose qui brise, ben il faut que tu t'en occupes. S'il y a de quoi, faut que c'est toi qui est responsable, etc. Mais une fois que le locataire il est là puis qu'il paye son loyer, ben t'as pas besoin d'être tout le temps là
puis d'échanger ton temps, tu sais, one-on-one contre de l'argent. Tu sais, c'est sûr que faut t'investir une énorme somme d'argent au début pour acheter ton logement, puis il faut que tu investisses du temps pour t'assurer de trouver quelqu'un, puis t'assurer que tout est en ordre, etc. Puis s'il y a un problème, il faut que tu investisses du temps pour réparer les choses, ou tu investis de l'argent pour que quelqu'un s'en occupe à ta place. Tu sais, généralement, ça démontre que c'est une façon de séparer un peu ton temps de l'argent, même si c'est pas à 100% parfait. L'autre chose aussi, c'est qu'on veut essayer de vendre à grande échelle. La loi de l'échelle ou la law of affection, qui a mentionné vraiment souvent, dans le fond, il l'a répété, je sais pas combien de fois dans le livre, mais if you want to make millions, you need to affect millions. Fait que, dans le fond, soit tu vas aller avoir un effet sur des millions de personnes, ou tu vas avoir un effet sur moins de personnes, mais une magnitude qui est vraiment grande. Fait que, mettons, tu vas aider une personne, mais tu vas tellement l'aider puis changer sa vie que l'impact est super grand. Fait que là, oui, ça permet d'être millionnaire. Puis si on regarde, mettons, les grandes compagnies, aujourd'hui, des compagnies qui valent des milliards de dollars, ben souvent, c'est qu'ils vont avoir les deux. Ils vont à la fois aller agir sur des millions de personnes, puis dans une magnitude qui est vraiment, vraiment énorme. Fait que mettons qu'on pense à Apple, par exemple, ben, il y a des millions de personnes qui achètent des ordinateurs Apple, puis des téléphones iPhone, puis tous leurs produits qu'ils ont, leurs logiciels, etc. Puis ça a un effet énorme sur la vie des gens, dans le sens que tout le monde utilise les téléphones intelligents aujourd'hui, tout le monde utilise son ordinateur pour travailler, pour produire, peu importe. Donc, c'est un exemple d'une compagnie qui vaut des milliards de dollars parce qu'ils ont un effet sur des millions, peut-être même des milliards de personnes, puis ils ont un impact hyper énorme là, sur la vie de ces gens-là, puis leur capacité à créer de la valeur eux-mêmes après ça. Euh, L'idée, c'est de créer un système et non de créer un autre job. Fait que ça, c'est une erreur. Des fois, les gens qui partent de leur entreprise, mais qui se créent juste une deuxième job finalement avec plus de tâches à faire. Fait que l'idée, c'est vraiment de créer un système. Idéalement, après ça, c'est que si on est capable de pouvoir revendre éventuellement cette entreprise-là, ben ça permet de faire un gros cash-in moment à un moment donné. Fait que, par exemple, lui, MJ DeMarco, il avait créé son site web. Il avait créé son site web, puis un moment donné, ça avait vraiment beaucoup de valeur parce qu'il générait un certain revenu. Puis l'idée, c'est que quand ton entreprise génère un certain revenu, ben la valeur, c'est ce revenu-là multiplié par un certain chiffre, dépendamment de l'industrie, du domaine, du marché à ce moment-là. Puis là, ça te permet, mettons, de vendre ta compagnie à un prix vraiment grand à une autre entité. Fait que par exemple, je sais pas, moi, j'ai réussi à bâtir une business qui génère, mettons, 5 millions par année. Là, tu peux faire, mettons, x 10 ça, puis là, je pourrais la vendre, mettons, 50 millions. Bon, c'est sûr que ça va dépendre, le chiffre, la magnitude va dépendre de la compagnie puis de tout ça, mais ça peut être un exemple, tu sais, de créer quelque chose qui marche un peu par lui-même, puis que tu peux le revendre pour que quelqu'un puisse s'en occuper après ça, mais ça fait que tu peux générer une énorme somme d'argent d'un coup, c'est comme ton gros cash-in moment. Puis après ça, quand tu as cet argent-là, là, tu peux l'investir, puis là, tu peux générer des revenus d'intérêt aux dividendes. Fait que, tu sais, la différence entre le Fastlane et Slowlane de cette façon-là, c'est que le Fastlane va utiliser des assets pour générer de l'argent. Après ça, va l'investir, mettons, dans les actions ou dans des investissements un peu plus long terme pour maintenir cette richesse-là puis s'assurer d'avoir un revenu constant après ça, versus le Slowlane va vouloir utiliser ça pour faire son argent, mais c'est extrêmement long. Mais si tu as déjà accumulé la richesse, c'est un bon outil pour la maintenir puis t'assurer un petit revenu, genre, sans que tu aies vraiment à rien faire finalement. Ça conclut un peu les trois Ouais. routes qu'on peut prendre, dans le fond, là. Corrige-moi si je me trompe, mais mettons, tu sais, la majorité des gens vont se situer dans la première catégorie qui est la pauvreté, là, dans le fond. Ouais. La première section je pense que c'est Sidewalk, ça s'appelait, là. Ouais. Ben, tu marches sur le trottoir, bon. La majorité des gens vont se retrouver là-dedans. Donc, si on veut pas se retrouver là-dedans, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est dépenser moins. Ben, en fait, de faire des dépenses qui vont être plus spécifiques à ce qu'on a Mhm. de besoin, donc le logement, la nourriture, tout ça. Puis après ça, si on veut améliorer notre sort, se ramasser un peu plus dans la slow lane, il faudrait, j'imagine, s'éduquer, faire des meilleurs choix de carrière. C'est ça que l'auteur recommande, j'imagine. Ouais. Dans le fond, pour passer du sidewalk au slow lane, la première étape, c'est juste de réaliser que tes choix, ils ont un impact, puis que tu dois te responsabiliser un peu par rapport à l'argent. Puis c'est ça, comme tu dis, c'est que tu dois pas dépenser plus que qu'est-ce que tu gagnes, parce qu'à long terme, c'est zéro gagnant. Tu sais, à moins que vraiment, tu t'investis vraiment dans quelque chose que tu penses qui va te donner un retour sur investissement énorme, mais la plupart des gens, quand ils dépensent puis ils s'endettent, c'est pas nécessairement pour des investissements, c'est Ouais. plus pour
acheter des trucs que ça leur tente d'avoir, tu sais. Je sais pas, moi, m'acheter un char neuf, mettons, à 20 ans, quand que c'est à peu près tous mes avoirs, ou presque, ou même plus, que je dépense dans cette voiture-là, puis là, je suis prêt qu'un paiement de char, puis payer des intérêts, etc. Versus, ben, avoir un char qui fait la job, puis à garder de l'argent de côté pour investir ou peut-être même investir dans mon éducation, d'aller chercher plus de skills, etc. Mais fait que ça, c'est l'idée qui te fait passer au slow lane. Puis après ça, passer du slow lane au fast lane, c'est vraiment devenir entrepreneur ou trouver une façon de créer ou bâtir des assets qui, après ça, eux, peuvent générer de l'argent sans que tu aies besoin d'être toujours présent à 100% de ton temps. Tu sais, ça, tu me décris ça, puis je pense pas que c'est fait pour grand monde, dans le sens où ça Mhm. s'adresse à quel pourcentage de la population. Je sais pas s'ils définissaient ça en pourcentage, mais moi, pour moi, tu sais, une population, tu vas avoir peut-être un 80% qui va juste être employé, puis un 20% maximum qui pourrait tu sais, Mhm. espérer aller là. Puis de ces 20%-là qui sont entrepreneurs, souvent, comme tu as bien décrit, tu en as une grosse majorité que c'est juste qu'ils sont créés un propre emploi et n'ont pas le choix d'être là. Mais c'est Mhm. juste qu'au lieu d'avoir un boss, ils sont leur propre boss, mais ils travaillent tout le temps. Tu sais. Fait Ouais. ils se sont créés un job qui n'ont pas le choix d'être là, fait que ça revient au même. Ben, C'est ça. Mais c'est vrai, c'est pas pour tout le monde. Puis ça demande, tu sais, un investissement de temps vraiment gros puis d'énergie au début. Puis ça te demande un certain potentiel, tu sais, au niveau, tu sais, intellectuel, mais aussi de vouloir juste faire ça. Mais je te dirais, la première étape pour aller vers là, c'est de réaliser que c'est ça la solution, puis d'essayer de voir c'est quoi les étapes que tu peux mettre en place, les tâches que tu peux faire pour te rendre là éventuellement. Mais si tu réalises pas que tu aurais le potentiel d'aller dans le fast lane, puis que tu penses que la seule façon de te rendre à tes objectifs, c'est d'être dans le slow lane, puis mettons, de devenir médecin ou avocat, par exemple, parce que souvent, quand on est jeune, mettons, nos parents vont nous dire, bon, ben, il faut que si t'es médecin, tu vas faire bien de l'argent, etc. En réalité, un entrepreneur va faire bien plus d'argent qu'un médecin, c'est juste que devenir entrepreneur, c'est vraiment flou, puis comme personne comprend un peu qu'est-ce que tu as besoin de faire pour faire ça semble risqué, etc. Fait que, tu sais, c'est souvent, c'est des emplois, mettons, plus qu'on pourrait dire slow lane, qui sont valorisés pour devenir plus riches. Sauf que la réalité, c'est que c'est pas tout le monde qui peut devenir médecin, puis c'est pas tout le monde qui peut devenir avocat. Fait que la plupart des gens qui vont dans le slow lane vont aller s'éduquer, faire un emploi, mais ils vont rester, mettons, dans la classe moyenne parce que c'est pas des emplois qui génèrent assez ou qui sont assez, qui vont avoir un assez haut salaire pour pouvoir te séparer de ça, à moins que tu utilises ça comme levier après ça pour créer ta business sur le côté, ce qui pourrait être une idée pour certaines personnes après qu'ils aient pris connaissance de la fast lane puis de l'entrepreneuriat puis de ce livre-là, par exemple. Fait que, suite à ça, maintenant qu'on sait que le fast lane, c'est intéressant, ça serait une bonne idée, ben là, on est quand même encore perdu à comment qu'on peut créer un business qui devient réellement fast lane. Fait que la prochaine étape que je pourrais présenter, c'est les 5 commandements du fast lane pour avoir une business qui est fast lane. Fait que c'est un peu comme dans la Bible, là, le testament, là, c'est les commandements qu'il faut suivre absolument. Puis tu sais, on n'est pas obligé de les suivre absolument les 5 à 100%, mais plus qu'on en a, puis plus que notre entreprise est proche de cette vision, de ces 5 commandements-là, plus de chances que tu as que ça fonctionne, puis que tu aies du succès, puis que ça soit vraiment fast lane. Fait que la première étape, c'est le commandement du besoin. Puis ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Puis la chose que certaines personnes peut-être vont ignorer dès le départ, puis qui ça mène à leur perte en partant. Fait que, commandement du besoin, c'est il faut que l'asset que tu crées, il règle vraiment un besoin qui est réel sur le marché ou dans la société. Fait que des fois, les gens vont voir l'entrepreneuriat d'un côté plus égoïste, vont se dire, ben, moi, je veux vivre de ma passion, je veux pas avoir de boss, je veux être riche, etc. Puis comme, pas que c'est des mauvaises motivations, c'est juste que juste ça t'amènera pas à ton but. Parce que il faut que le but de ton entreprise, ça soit de trouver un problème que certaines personnes ont, puis de régler ce problème-là. Parce que c'est ça qui crée réellement de la richesse. Tu sais, je pense que c'est Ali Abdal qui arrête pas de dire Money is a payment
bringing people closer to their dream outcome. Fait qu'à chaque fois que tu payes pour quelque chose, c'est que tu as évalué que cet achat-là, ça va t'amener plus proche de qu'est-ce que toi tu veux vraiment. Puis tu as décidé que de payer, mettons, 10$ pour acheter une boîte de céréales, exemple, à l'épicerie, ben la boîte de céréales, elle valait plus que le 10$ que tu as parce que tu étais willing d'échanger ton 10$ pour la boîte de céréales, par exemple. Fait que n'importe quoi dans la vie, quand tu décides d'acheter quelque chose, tu donnes un indicateur que la valeur qui t'est proposée du bien ou du service est plus élevée que l'argent que tu as. Qu'est-ce qui compte vraiment en entrepreneuriat, c'est de résoudre un vrai problème, de trouver, mettons, après ça, ça va être de trouver les gens qui ont ce problème-là puis qui sont willing de payer pour régler ce problème-là. Ça, c'est une autre affaire, mais à la base, il faut que ça règle vraiment un problème. Tu peux pas juste vouloir faire quelque chose parce que toi, c'est ta passion puis ça te tente. Si tu es capable d'allier ta passion avec un problème réel dans la société, ben c'est parfait, c'est encore mieux. Mais faut que ça parte au départ d'un problème si tu veux que ça ait du succès au final. La nécessité est la mère de toutes les inventions. Exactement. C'est ça que ça prend. C'est ça. Puis, tu sais, c'est ça qui est drôle aussi parce que souvent, les gens vont avoir tendance à associer, tu sais, les gens riches ou les entrepreneurs avec, tu sais, des gens qui sont vraiment égoïstes, avares. Puis, oui, d'une certaine façon, oui, pour être entrepreneur, faut que tu aies un certain désir d'avoir de la richesse, puis d'être riche, puis de te démarquer peut-être des autres à ce niveau-là. Mais la réalité, c'est que la seule façon de le faire, c'est en créant quelque chose qui a énormément de valeur pour les gens puis pour la société autour de toi, tu sais. Puis ça, c'est un autre concept que parfois certaines personnes ont de la misère à accepter, mais c'est que plus que tu génères de l'argent, plus que tu as un haut revenu, ça veut dire plus que qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que ton entreprise que tu as créée, mettons, fait, plus que ça a une valeur pour la société puis pour le monde. Puis ça, c'est vraiment difficile à comprendre, mais tu sais, si, mettons, ton emploi, tu gagnes 15 de l'heure, les chances sont que quelqu'un qui gagne, mettons, 50 pièces de l'heure, mais son travail, il a une plus grande valeur pour la société ou pour ses clients que ton travail à 15 de l'heure. Ça veut pas dire que ton travail de 15 de l'heure, il est pas important, etc., mais c'est juste qu'il crée moins de valeur que l'autre personne. Fait qu'après ça, la personne qui a une entreprise, puis le fait qu'il ait créé cette entreprise-là, puis ça répond à un certain besoin, mettons que ça permet de générer des millions, ben ça veut dire que lui, cette personne-là a créé plus de richesse que, mettons, quelqu'un qui travaille, qui est dans le slow lane, on pourrait dire, puis qui est salarié, puis qui, oui, fait un bon revenu, mais il fera jamais autant que ça parce que il y a certains aspects de l'entrepreneuriat pour créer cette entreprise-là, puis créer ce service-là, puis régler ce besoin-là, qui sont juste possibles d'être réglés avec une entreprise, ce qui fait que ça a une valeur vraiment plus élevée, ce qui fait que génère plus de revenus, les gens sont plus riches. Mais ça, c'est difficile des fois à comprendre, puis à capter, puis à accepter, mais c'est la réalité. Fait que si tu veux faire de l'argent, il faut que tu trouves une façon de générer de la richesse. Fait que si tu veux être le plus riche possible que tu peux l'être dans ta vie, faut que tu réfléchisses à c'est quoi que je peux apporter au monde qui va permettre de créer le plus de valeur puis de richesse pour la société ou pour un groupe de personnes. C'est la seule façon de devenir le plus riche possible. Qu'est-ce que t'en penses, William? C'est pour ça d'accord avec ça. J'ai lu les 3 livres de Pierre-Yves McSween, puis les 3 livres, ça revient pas mal tout le temps à ça. Faut que tu crées ta propre valeur. Il y avait 3 trucs qu'il disait. Lui, il parlait vraiment en termes de job, là, il parlait pas en termes Mhm. d'entrepreneuriat. Là. Fait que, mais il disait, mettons, la valeur, c'était défini par 3 trucs. Fait que c'est soit que la job que tu fais, il est payé cher parce que personne d'autre veut la faire. Ouais. Exemple, un éboueur, exemple, quelqu'un qui va travailler dans le nord, assis dans les mines. Mhm. C'était comme par rapport comme aux études. Ben, pas aux études, mais plus il y a juste toi qui peux faire ça. Exemple, un chirurgien. Puis finalement, il y avait un autre truc, mais je m'en rappelle plus. Fait qu'en tout cas, au final, il faut que le rôle que tu occupes, la job que tu occupes, faut que tu sois un peu indispensable. C'est la seule façon que tu vas être rémunéré à ta juste valeur. Puis après ça, dans notre société, on est bien fort pour dire ah ben là, moi, là, je vaux plus, puis là, moi, je vaux Mhm. ci, puis là, moi, je vaux ça. Mais tu sais, au final, c'est une question d'offre et de demande, offre et Mhm. de demande. Donc, si t'es pas payé plus, ben, pense c'est d'admettre que t'es pas si unique que ça, là, au final. Fait que, puis tu serais facilement remplaçable. C'est plate à dire, mais Mhm. c'est ça pour la majorité des emplois. Fait que faut essayer de se valoriser autrement. Puis, en tout cas, ben, le podcast aujourd'hui, c'est plus axé entrepreneuriat. Là, fait qu'on on va focuser là-dessus. Ouais, puis, tu sais, je pense que j'avais vu à un moment donné en ligne un gars qui était avant un personal trainer. Puis là, il disait, ah, je travaille pour un gym, puis je me faisais vraiment crosser parce qu'il me payait 30$ de l'heure, mais dans le fond, ça coûtait 100$
pour 1 heure avec moi, tu sais. Mais la réalité, c'est que il est pas capable de prendre en compte que le 30 pièces tu sais, mettons le 70 pièces de l'heure que la personne paye à l'entreprise, mais qui va pas à lui, ben oui, il y a d'autres coûts, tu sais, en lien avec maintenir le gym, maintenir, tu sais, payer des employés, payer X, Y, Z, mais il y a aussi pas pris en compte que le client, c'est pas lui qui est allé le trouver, c'est l'entreprise qui est allée trouver ce client-là, qui a fait signer le contrat, puis lui, il a juste eu la job de s'occuper du client puis de répondre aux besoins, mais tout ce qui était du marketing, de la vente, puis de l'opération de la business au total, c'est pas lui qui s'en occupe. Puis l'affaire aussi, c'est que s'il n'y avait pas eu ce gym-là qui l'employait comme personal trainer, ben il n'aurait jamais eu accès à ce client-là pour remplir sa job. Il faut prendre en compte que ces choses-là, le marketing puis la vente, des fois, ça a le plus de valeur en tant que tel que le service rendu, juste parce que ça demande des skills de plus qui sont plus compliqués que c'est pas tout le monde qui a. Tu sais, des fois, faut réfléchir à ça. Puis, tu sais, l'employeur, c'est sûr qu'il va toujours gagner plus que l'employé parce que sans l'employeur, l'employé, il n'y aurait pas de job. Ce qui rend l'employeur plus essentiel parce que c'est lui, tu sais, qui a investi l'argent ou qui a bâti, tu sais, l'entreprise qui permet à la personne, tu sais, de faire son travail puis de remplir son truc. Fait que l'idée aussi, c'est de voir que si t'es hyper spécialisé puis t'es hyper compétent, mais que tu fais juste partie d'une entreprise, ben tu vas être, mettons, une pièce dans la machine qui fait très bien son travail puis qui est vraiment essentiel à ce que la machine fonctionne. Mais tu sais, t'es quand même dans la machine, t'es pas la personne qui a créé la machine ou qui s'occupe de la machine, tu sais, de l'extérieur, tu sais, ou à qui la machine appartient. Fait que si la pièce brise, ben on peut toujours trouver une autre pièce pour la remplacer. C'est sûr qu'il y a des pièces qui sont plus chères ou qui sont plus compliquées à remplacer que d'autres, mais c'est quand même une analogie qui finit par fonctionner. C'est ça. Fait que ça, c'était le commandement du besoin. Je pense qu'on l'a vu quand même en détail, mais je pense que c'est un concept vraiment important pour comprendre l'argent, l'économie, puis l'entrepreneuriat, la base de la base. Parce que si tu veux partir en entreprise, mais que tu réponds pas à aucun besoin, puis que personne n'a besoin de ton service que tu veux offrir, ben tu crées pas vraiment de valeur pour personne d'autre. Fait qu'il y a personne qui va vouloir te payer à ta juste valeur. En fait, dès que tu te fais payer par quelqu'un, c'est toujours à ta juste valeur parce que la personne a décidé que c'est ça que tu valais finalement. T'sais. En tout cas, bref, je pense qu'on va passer à autre chose parce que sinon, je finirai pas de parler de ça. Mais le deuxième commandement, ça serait le commandement de l'entrée. Fait que les meilleurs business, ils ont des barrières à l'entrée. Parce que si c'est trop facile, puis n'importe qui pourrait reproduire ton idée de business en 3 secondes, ben, tu n'auras pas de valeur parce que tu vas inventer ta business en 2 secondes, quelqu'un va copier l'idée, puis pourrait le faire, mettons, mieux que toi ou pareil comme toi. Fait que là, ton impact sur le marché il est vraiment dilué. Fait que là, ta valeur est vraiment, elle devient nulle. Fait que si c'est trop facile de rentrer dans l'industrie que tu veux être, ben ça va être extrêmement compétitif parce qu'il y a énormément de personnes qui peuvent faire la même chose que toi demain puis être en compétition avec toi. Fait que c'est vraiment important d'avoir quelque chose qui peut te démarquer des autres, tu sais, que ce soit, mettons, une certification, de la crédibilité, un savoir-faire. Tu sais, mettons que tu es sur les médias sociaux, il y a énormément de compétition, par exemple. Mais si tu réussis à te démarquer puis à avoir plus d'abonnés que d'autres, ben, même si tu offres le même service que quelqu'un d'autre, si la personne, par exemple, est plus connue ou elle a plus d'abonnés, ben, elle va pouvoir charger plus cher pour ses services parce qu'elle est plus en demande. Tu sais. Mais le commandement de l'entrée, c'est ça l'idée, c'est de dire si n'importe qui peut copier ton idée de business puis la faire demain, ben c'est vraiment tough de se démarquer. Mais même chose aussi, si, mettons, moi, je voulais tout d'un coup aller compétitionner avec Apple, ben c'est quasiment impossible pour moi parce que comment je peux copier puis créer un Apple maintenant en 2025 avec les ressources que j'ai, c'est presque impossible. Ce qui fait que c'est une compagnie qui est vraiment puissante et forte puis que c'est dur d'aller la déloger. Versus quand tu pars ton business, il faut des fois trouver une idée qui est capable de te démarquer des autres puis qui donne un certain levier par rapport à d'autres gens qui feraient partie d'une entreprise similaire. Make sense? Bien de l'allure. Ensuite, il y a le commandement du contrôle. Commandement du contrôle, je pense que c'est quand même très relevant, surtout aujourd'hui, avec beaucoup de possibilités d'entrepreneuriat sur les médias sociaux, puis sur l'Internet en général. Ben, c'est que si
ton entreprise dépend d'une autre entité ou d'une autre personne pour prendre des décisions importantes ou pour assurer la survie même de ton entreprise, mais souvent, ça te met plus à risque. Euh, Comme par exemple, mettons que ton business, c'est de faire un channel sur YouTube, d'avoir une chaîne YouTube, ben, tu sais, c'est bon parce que tu fais tes propres affaires puis tout, mais tu es 100% dépendant de Google puis de YouTube. Fait que si, mettons, ils décident qu'il y a une de tes vidéos que, ben, ils aiment pas qu'est-ce que tu as dit ou des mots que tu as utilisés, ben, tu te fais démonétiser puis là, ben, tout d'un coup, tu peux plus faire d'argent sur cette vidéo-là. Si, mettons, je sais pas moi, il y a un copyright strike parce qu'il y avait une musique qui jouait dans le background, puis là, il y a quelqu'un qui voulait monétiser ta vidéo, ben, là, t'es pris puis tu peux pas, tu as peu de contrôle là-dessus. Fait que, tu sais, quand ta business dépend 100% d'un autre business, ça rend ça difficile. Même chose, mettons, il y a beaucoup de gens qui veulent se partir en business qui se disent ah, je vais m'acheter une franchise d'un restaurant ou d'un magasin ou peu importe. Mais quand tu fais ça, mettons, je m'achète une franchise Subway demain, ben oui, techniquement, j'ai mon propre business. En même temps, là, il faut que je m'occupe de ce magasin-là pour m'assurer qu'il marche. Puis dès que je veux prendre des décisions comme plus importantes ou gérer certaines choses, ben j'ai pas de pouvoir parce que je suis obligé, mettons, de suivre qu'est-ce que la compagnie mère Subway veut que je fasse, tu sais, pour tout ce qui est marketing et vente, etc., les rabais, je peux rien contrôler de ça, je peux juste m'assurer que la business, elle fonctionne correctement. Fait que ça te réduit un peu au rôle d'opérateur et non de chef d'orchestre un peu de l'industrie. Fait que l'idée, c'est que si tu es capable d'avoir une entreprise qui dépend pas d'une seule autre entité, puis qui te donne plus de contrôle sur qu'est-ce qui se passe, puis les différents leviers que tu as, mais ça a plus de chances d'avoir du succès. 100%. Commandement de l'échelle, ça c'est encore extrêmement important si tu veux que ton business soit fast lane. On en a parlé un peu tantôt, mais on veut quelque chose qu'on peut scaler puis toucher des milliers ou des millions de personnes. Encore une fois, la chose qui n'arrêtait pas de répéter dans le livre, if you want to make millions, you need to affect millions. Fait que si tu es capable de créer quelque chose qui va aider des millions de personnes, ben c'est sûr que tu vas être millionnaire. Ou sinon, il faut que tu trouves quelque chose qui va affecter moins de personnes, mais à plus grande magnitude. Puis si tu es capable de faire les deux, ben là, tu vas peut-être devenir milliardaire. Fait que l'idée, c'est de trouver une façon de sortir peut-être du un à un, puis de pouvoir offrir des services à plus grande échelle à plus de gens en même temps. Par exemple, si j'écris mon livre, ben j'investis du temps, mettons, pour écrire ce livre-là, mais après ça, je peux le vendre à l'infini tant qu'il y a des gens qui sont intéressés à vendre le livre parce qu'il faut juste l'imprimer, puis je peux continuer à l'imprimer. Je crée, si je crée, mettons, un logiciel, ben, je peux le vendre à des millions de personnes, le même logiciel. Fait que ça fait que, tu sais, je peux atteindre plein de gens. Fait que plus que mon idée va aider plus de gens au final, va avoir un effet sur plus de gens, mais plus que ça va générer de l'argent ou plus que ça l'aide une personne grandement dans sa vie, mais plus que ça va pouvoir générer de l'argent. Fait que ça, c'est le concept général. Puis on peut penser de plusieurs façons, mais au final, ça revient souvent à ça. Ta capacité à générer plus d'argent, c'est au niveau de l'échelle, combien de gens ça affecte ou à quel niveau ça les affecte positivement. Puis finalement, c'est le commandement du temps. Ça, c'est détacher son revenu exclusivement du temps. Puis c'est un peu en lien avec l'échelle puis le scaling. Mais tu sais, mettons que j'investis 10 000 heures à écrire un livre. Mais oui, j'ai dû investir du temps pour écrire mon livre, mais après ça, sais, à chaque fois que je fais une vente du livre, j'ai pas besoin d'investir du temps parce que le livre est déjà écrit, les compagnies d'imprimerie qui s'en occupent, puis c'est les magasins de livres qui vendent mon livre. Fait que le livre est écrit, je fais, mettons, un profit de 5$ pour chaque vente, mais après que le livre, j'ai investi le temps pour le faire, mais après ça, il fait juste se vendre, se vendre, se vendre, se vendre. Fait que ça me permet de détacher le temps que j'ai investi de la possibilité de croissance de mon revenu. Fait que c'est un peu ça. Fait que si tu crées une business qui roule un peu tout seul par elle-même, puis tu n'as plus besoin d'être tout le temps là pour tout gérer, ben là, ça fait que la business fonctionne, puis toi, est à toi la business, c'est toi qui l'as créé, par exemple, ben tu vas générer des profits pour toi à partir de là. Puis, fait que c'est ça l'idée, c'est vraiment d'aller chercher des assets versus juste échanger ton temps contre de l'argent puis travailler pour quelqu'un d'autre tout le temps. Fait que c'est ça. Fait qu'avoir des ressources humaines, avoir de quoi qui est automatisé, avoir des systèmes, des revenus plus passifs, ça, si t'as pas ça, ça va être vraiment difficile que ta business devienne fast lane finalement. Toi, mettons, avec toute cette lecture-là, c'est quoi que tu as retenu, qui t'a le plus marqué, mettons, puis que tu considères appliquer
tu sais, bientôt ou dans le futur, c'est quoi que tu retiens principalement? Ben, beaucoup de choses. Je pense que le commandement du besoin, c'est vraiment super important qu'à la base, tu penses à ça. Le commandement de l'effet de l'échelle, c'est vraiment important aussi. Essayer de voir c'est quoi la chose que je peux faire, que je peux apporter qui a le plus d'effet sur le plus de monde ou qui a le plus à plus grande échelle. Est-ce que la chose que je veux faire, ça répond vraiment à un besoin? Ça, je pense que c'est vraiment des choses importantes. Puis après ça, de scaler, je te dirais, de séparer du temps, c'est ça qui est le plus difficile, je te dirais, au début, parce que souvent, ça nécessite, mettons, d'avoir des employés ou d'investir de l'argent pour créer des systèmes automatisés, à moins que toi, tu es capable, mettons, de développer un logiciel par toi-même. Moi, j'ai pas ce skill-là, fait que là, il faudrait que j'engage quelqu'un pour le faire ou que je paye quelqu'un pour le faire, que j'ai un associé pour le faire, mais ça va nécessiter un investissement d'argent, mettons, à la base. Fait que c'est ça qui est difficile au début quand tu veux te partir en entreprise. Puis c'est des recherches puis des apprentissages que je fais de plus en plus, mais des fois, au début, il faut que tu continues d'échanger un peu ton temps one-on-one, mais tu essaies de trouver des façons de créer le plus de valeur possible pour la personne ou l'entreprise à qui tu vends ton service, puis tu essaies d'intégrer de plus en plus des éléments qui sont scalables. Genre, par exemple, oui, je vais faire du coaching, mettons, mais je vais aussi intégrer des éléments, genre déjà enregistrer des vidéos ou des plans, des concepts, des trucs d'information que la personne va avoir accès, qui va pouvoir utiliser ça en parallèle de mon coaching, ou tu peux faire du coaching, mettons, en groupe. Fait que là, tu t'occupes de plusieurs personnes en même temps, fait que ça scale un peu plus. Puis éventuellement, tu peux même engager d'autres personnes qui font le coaching à ta place, puis là, toi, tu t'occupes un peu plus en arrière de l'industrie, de l'entreprise, tu sais, de générer de t'occuper de tout ce qui est marketing, de t'occuper de tout ce qui est aller chercher les nouveaux clients, d'engager les gens, t'occuper que toutes les opérations fonctionnent bien. Fait que l'idée, c'est éventuellement, tu te sépares du travail en tant que tel pour rester plus le chef d'orchestre de l'entreprise. Mais c'est sûr qu'au début, c'est vraiment difficile de faire ça. Tu sais, en partant. T'sais. Fait que des fois, tu vas avoir besoin d'investir du temps. Soit tu investis beaucoup de temps à faire le truc par toi-même, mais avec la vision de devenir Fastlane un jour, ou tu as beaucoup d'argent à investir, puis là, tu peux passer le bout du J-curve qui appelle le début que tu investis beaucoup avant que ça ait du profit et que ça fonctionne. Fait que il y a toujours des compromis à faire. C'est sûr que quand tu veux te lancer en entrepreneuriat puis tu n'as pas d'argent, puis tu n'as pas d'expérience, il faut que tu ailles essai-erreur puis que tu trouves de quoi qui va fonctionner pour toi puis que tu aies la capacité d'offrir. Je pense que il y a beaucoup de gens qui pourraient potentiellement explorer cette avenue-là, pas avec le même succès ou le même potentiel tous, mais il y a sûrement quelque chose qu'on peut trouver qu'on pourrait offrir à une certaine personne ou à un certain groupe de personnes qui permettrait de générer plus de valeur que qu'est-ce qu'on fait actuellement. Le point qui m'a le plus marqué dans tes 5 commandements, c'était le commandement, je pense, de l'entrée, la barrière d'entrée. Ouais. Pour moi, ça, c'est celui qui m'a le seul pas que je connaissais pas, mais qui m'a le plus surpris de tes 5. Les 4 autres, je les savais déjà. Mais c'est- c'est- ça va faire une belle transition avec le deuxième podcast qu'on va faire là sur la créativité puis Rick Rubin. Tu sais. L'idée, c'est que la barrière d'entrée, c'est quelque chose qui, si est basse, tout le monde peut le faire. Donc Mhm. là, c'est extrêmement compétitif. Fait que, tu sais, en musique, c'est un peu ça aussi. Dans n'importe quel projet créatif, tu sais, tout le monde peut dessiner, tout le monde peut écrire, tout le monde peut jouer de la guitare, tout le monde, tu sais, jusqu'à un certain point, tout le monde est capable d'en faire. Après ça, qu'est-ce qui va venir différencier? C'est vraiment là où l'aspect artistique, l'aspect création, c'est là qu'il faut que tu essaies de différencier, mais la barrière d'entrée, c'est un Mhm. base, nécessairement que ça va être excessivement compétitif comme domaine. Mhm. Fait que, donc ça m'a vraiment. C'est le point qui m'a Ouais. le plus surpris, en fait, Puis surtout du maintenant, podcast. avec l'intelligence artificielle, ça devient de plus en plus difficile. Comme c'est bon parce que ça ouvre la porte d'entrée à plus de gens, mettons, de créer quelque chose qui a de la valeur, mais en même temps, ça rend ça plus difficile parce que ça devient plus compétitif, parce que tout le monde a accès, mettons, à ChatGPT qui peut, tu sais, générer des affaires qu'avant, tu aurais pu vendre ça en ligne, mais là, maintenant, c'est comme, ben, pourquoi je payerais pour ton affaire quand je peux juste demander à ChatGPT puis il va me le faire en 3 secondes puis ça va être à peu près équivalent. Fait que ça, c'est une autre affaire à considérer, surtout aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, que c'était pas à ce moment-là que le livre a été écrit, on parlait pas de ChatGPT, rien de ça. Ah, Mais c'est ça. maintenant, d'actualité, c'est sûr que ça a un plus grand impact qu'on pourrait l'imaginer. Fait qu'il restait quelques petites slides, 3 slides en fait. Fait que ça, c'est juste l'idée rapidement des faux conseils financiers. Fait que, tu sais, qu'est-ce qui est plus mainstream, dans le fond, OK, ben, économise ton café, c'est juste le classique de, ah, ben là, faut pas que tu dépenses
sais, il faut vraiment que tu sois un peu radin puis que tu dépenses jamais rien trop, t'économises le plus possible ton argent, etc. Tu sais, c'est comme, oui, effectivement, tu veux pas te dépenser plus que qu'est-ce que tu gagnes, c'est sûr, mais c'est pas en sacrifiant tous les plaisirs de la vie que tu vas atteindre nécessairement ton but plus vite, surtout si tu es dans le slow lane, parce que finalement, l'impact le plus élevé, à un moment donné, c'est pas juste de plus rien dépenser, mais c'est aussi de comment tu peux générer plus de richesse puis plus de revenus pour t'amener vers ton objectif. Parce que si ton objectif, c'est de devenir millionnaire, ben, c'est pas juste en... Mettons que tu gagnes 60 000 par année, par exemple. Comme oui, tu peux genre vivre sur, je sais pas moi, 15 000 par année, puis là, tu peux économiser 45 000 par année à toutes les années. Puis oui, ça t'accélère un petit peu vers ton objectif de devenir millionnaire, mais qu'est-ce qui serait vraiment plus utile? Ça serait d'utiliser ce 45 000 $-là pour l'investir, pour créer ou bâtir quelque chose de réel qui génère vraiment plus de valeur. Puis après ça, tu peux faire bien plus d'argent rapidement. C'est ça le principe du fast lane. Fait que, tu sais, mettons, tu sais, les gens qui sont comme, OK, ben, je vais prendre genre, je vais avoir 2 jobs, je vais avoir 3 jobs, je vais travailler genre 80 heures semaine, mais continuent d'échanger leur temps pour de l'argent, puis ils ont comme plus vraiment de vie parce qu'ils font juste travailler tout le temps, puis mettre de l'argent de côté. Ben, c'est que t'es comme en prison pendant, mettons, 10 ans, 20 ans, puis après ça, tu prends ta retraite plus tôt, oui, mais tu sais, tu veux-tu vraiment être comme emprisonné dans ce mode de vie-là pendant 10, 20 ans, ou tu veux trouver une façon de le faire plus sainement, puis qu'après ça, de générer le plus de valeur possible que tu peux. T'sais, fait que c'est un peu ça l'idée du faux conseil financier. Puis c'est pas que tu peux pas faire ça, tu sais, le retire early crowd, genre c'est pas que c'est mauvais, c'est juste, tu sais, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Tu sais, ton but, c'est-tu vraiment de juste travailler, puis genre prendre ta retraite plus tôt, ou c'est genre, oui, tu travailles beaucoup, mais tu travailles, mettons, efficacement pour créer un actif qui après ça va générer de la valeur. Tu sais, je sais pas si c'est concret pour les comment je l'explique, mais ouais, c'est ça. Puis tu sais, aussi le fait que sais, quand on se dit, OK, je vais être millionnaire, mais à 60 ans, tu sais, on sait pas qu'est-ce qui peut arriver, mettons. Tu sais, est-ce que les marchés vont continuer d'être parfaits puis de vraiment faire des intérêts composants à l'infini? On ne sait pas nécessairement. Est-ce que tu vas vraiment te rendre à 65 ans? Tu sais, tu vas peut-être avoir un accident, tu vas peut-être être malade puis pas pouvoir profiter de rien, de tout ton travail que tu as fait. Fait que c'est un peu ça l'idée, pourquoi le fast lane, c'est un peu plus intéressant que le slow lane à certains égards. Qu'est-ce que t'en penses, Will? Ça a de l'allure, ça a de l'allure, là. Tu sais, c'est sûr que faut que tu te mettes dans ce mindset-là entrepreneurial, là. Fait que pour ces gens-là, c'est sûr que ces conseils-là s'appliquent moins, là, tu sais, ou sont moins pertinents, là. Mais Mhm. c'est ce qu'on se fait dire. Fait que pour la majorité des gens, on s'enligne vers ça, mais finalement, si tu veux aller vers l'entrepreneurial, ça n'a pas vraiment de Mhm. rapport, là, tu sais. C'est ça, mais ça dépend c'est quoi ton objectif. Mais Exactement. si ton objectif, c'est genre, yo, à 30 ans, je vais être millionnaire puis je vais pouvoir profiter de ma richesse, ben le slow lane, les chances que ça puisse t'amener là sont vraiment faibles. Fait que ça veut dire qu'il faudrait que tu ailles vers l'entrepreneuriat puis vers le fast lane si tu veux ça. Si après ça, tu regardes l'entrepreneuriat puis le fast lane, t'es genre, ouais, c'est trop risqué, j'ai pas le goût de m'investir là-dedans, ben c'est correct, mais faut juste que ensuite tu te dises, bon, ben peut-être que mon objectif il est pas réaliste, fait que je vais changer mon objectif. Puis c'est bien correct de dire ça, mais au moins t'es conscient genre de la réalité, genre pis tu te fais pas des fausses idées finalement. Euh, Processus Fastlane, encore une fois que tu as pris connaissance que tu veux avoir le Fastlane, on peut voir ça rapidement, mais tu sais, l'idée c'est d'apprendre des compétences qui sont plus rares, que c'est pas la plupart des gens qui ont, qui permettent de te démarquer. Tu sais, on parlait du truc de l'entrée, là, c'est sûr que si tu as des choses que toi tu peux faire que d'autres gens peuvent pas faire, tu peux te démarquer. Et essayer de créer un système, pas juste une offre. Fait que créer un système de choses qui fonctionnent de plus en plus autonome. Créer vraiment une machine là, qui fonctionne presque tout seul à un moment donné. C'est ça qui va te permettre à un moment donné de séparer à 100% ton temps de ton argent. Feedback rapide du marché. Ça revient un peu au truc du besoin. Mais si moi j'ai la meilleure idée de business ever, puis je suis comme wow, ça va être incroyable, puis que là, j'investis plein d'argent, plein de temps pour créer ça, puis finalement, je l'amène sur le marché, puis tout le monde s'en fout de mon idée, puis ça répond pas aux besoins, puis les gens sont pas intéressés, mais j'ai gaspillé tellement d'argent puis de temps à faire ça, alors que j'aurais pu utiliser peut-être la méthode Kickstarter, mettons, qu'on peut dire. Kickstarter, que tu as une idée d'une entreprise ou d'un produit ou d'un service que tu veux offrir, tu testes l'idée, puis là, si les gens sont genre, yo, ça a l'air vraiment nice, ben ils investissent de l'argent. Fait que là, tu sais déjà que le marché, il t'a déjà indiqué qu'il y avait une demande pour ton produit, ton service. Fait que là, après ça, tu peux t'investir à 100% là-dedans, que ce soit ton temps, ton argent, pour développer ce produit-là avec pas une garantie, mais
une meilleure chance que ça va vraiment avoir du succès versus si moi, dans ma tête, c'est la meilleure idée ever, puis là, je la mets en place, puis que tout le monde s'en fout, puis trouve ça mauvais, ben, j'ai perdu mon temps puis mon argent finalement. T'sais. Fait que trouver une façon d'avoir des feedbacks rapides, de pas comme faire un peu le contraire de ce que l'école nous a dit. Il faut comme que tu étudies à 100%, tu te prépares le plus possible pour l'examen, puis là tu fais l'examen, puis si tu as du succès à l'examen, c'est juste est-ce que tu t'es bien préparé ou pas. Ben, en entrepreneuriat, c'est comme tu fais le brouillon le plus basic possible, tu essaies de voir si les gens ils trouvent ça intéressant ou pas. Puis là, à partir de qu'est-ce que tu reçois comme feedback, là, tu bâtis ton offre ou tu ajustes ton service, ton produit en fonction de ça. Puis après ça, c'est systématiser, déléguer les choses le plus possible pour pouvoir grossir puis scaler le plus possible ton entreprise avec le temps. En conclusion, on en a parlé un peu tantôt, mais l'argent, c'est une mesure de la valeur que tu as livrée. Fait que si j'ai une job, je suis payé tant de l'heure, ben c'est que la valeur que j'apporte à l'entrepreneur, ben lui, il a considéré que je valais ça. Fait que c'est ça la valeur que je crée, mettons, pour la société. Fait que si je trouve une façon de générer plus de revenus, avoir plus de valeur, ben c'est que j'ai plus de valeur pour cette personne-là ou pour la société, j'ai créé plus de richesse. Le but, c'est pas juste la liberté financière, mais aussi d'avoir une vie qui a un sens, une vie que tu es libre de faire un peu qu'est-ce que tu veux. Fait que, tu sais, est-ce que le fire de travailler des heures et des heures et des heures par semaine pour pouvoir avoir sa retraite plus vite, est-ce que ça peut être une méthode qui fonctionne? Oui. Mais en même temps, est-ce que tu es vraiment libre pendant ces 10-20 ans-là que tu travailles comme un fou pour accumuler le plus d'argent possible? Peut-être pas nécessairement. Est-ce que d'investir du temps pour bâtir une business, tu vas investir beaucoup de temps aussi? Oui. Mais si ça fonctionne, ta perspective de liberté est vraiment plus grande après. Puis tu peux aussi essayer de bâtir une business dans quelque chose que ça t'intéresse un peu, puis qui donne un horaire peut-être plus flexible, qui t'amène déjà des éléments de liberté avant même d'avoir atteint la richesse que tu as besoin pour être le plus libre possible. Puis finalement, encore une fois, c'est je pense que c'est le concept du commandement du besoin. Les gens, ils vont donner de l'argent pour se rapprocher de leur dream outcome, fait que de qu'est-ce qu'ils veulent pour eux. Fait que faut vraiment que le produit ou le service que tu rends, les gens, ça veut dire que si la personne décide de te payer, c'est qu'elle a évalué que qu'est-ce que tu lui offrais, ça avait une plus grande valeur que son argent, puis ça va les amener plus près de leur but, de leur objectif qui sont fixés pour eux. Fait qu'il faut toujours avoir cette perspective-là quand on pense au monde de l'argent, de l'économie, de l'entrepreneuriat. Fait que c'est à peu près ça la conclusion. C'est sûr que j'ai pas été dans tous les détails du livre, mais juste généralement la philosophie, le vibe qu'il faut essayer de comprendre. Je pense qu'on l'a bien résumé, mais c'est sûr que si vous voulez aller, ça vous a vraiment intéressé, puis ça vous a marqué certains passages, je vous invite à aller lire puis à vous intéresser un peu plus à l'entrepreneuriat, parce que moi, c'est une nouvelle passion un peu que je me suis découvert. Puis c'est sûr que dans le futur, j'aimerais ça, là, vraiment plus explorer cette avenue-là de mon côté. Juste oui, l'argent, c'est sûr que c'est intéressant, mais le fait de pouvoir créer le plus de valeur possible que je peux, de remplir mon potentiel que je peux pour la société, puis aussi de pouvoir, au niveau intellectuel, toujours me pousser à me dépasser, puis à progresser plus, puis à apprendre plus d'affaires, puis à pouvoir gérer plus de choses plus complexes. Si je restais dans ma même job tout le temps, à un moment donné, je suis une personne qui finit par être vraiment s'ennuyer, puis trouver ça plate quand c'est tout le temps la même chose. Fait que j'ai l'impression que l'entrepreneuriat, pour moi, ce serait une façon de toujours me pousser à progresser, puis à m'améliorer, puis à découvrir des nouvelles choses. Fait que c'est pour ça que moi, ça me passionne. C'est pas pour tout le monde, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous encourage grandement à lire le livre, là, puis à en apprendre plus. Yes, fait que c'est notre premier book club. Yes! Ça a bien été. Ça a Ça a été bien pas été. pire, ouais. Je te dirais, j'espère que les gens vont avoir trouvé ça intéressant. C'est sûr que ça s'adresse à une certaine partie de la population qui est comme, yo, l'entrepreneuriat, Même ça pourrait si, être cool, ouais, mais même si tu t'en vas pas là-dedans, moi j'ai trouvé ça quand même super intéressant. ouais. Non, pour vrai, j'espère que t'as peut-être appris certaines choses, ça a remis des affaires en perspective, puis ou peut-être que ça t'a encouragé à vouloir lire le livre à ton tour. Puis même chose pour tout le monde, là, ceux qui sont rendus jusqu'ici, là, si vous êtes vraiment des reals d'avoir tout écouté ça. Fait que j'espère que ça vous a peut-être motivé si vous aviez une petite fibre entrepreneuriale que vous avez découvert en dedans de vous, ou ça vous a intéressé peut-être à en apprendre plus là-dessus pour explorer si ça pourrait être quelque chose qui serait intéressant pour vous dans votre propre vie, là, finalement. Mindset de croissance, tout le monde. Mindset À la croissance. prochaine. On se revoit pour Rick Rubin dans le Ruben. prochain épisode.